Allez, bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de FT Trading, c'est la vidéo des opportunités week-end. Alors cette semaine, j'ai voulu faire court, donc elle risque d'être longue. Elle risque d'être longue malheureusement. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à se dire. Ça a été une semaine compliquée, on va y revenir, mais bon, c'est bien de faire le point. C'est ça aussi l'intérêt de la vidéo du week-end, c'est préparer éventuellement les plans pour les semaines à venir, mais c'est surtout l'opportunité pour moi comme pour vous de faire le point sur ce qui s'est passé dernièrement, sur nous, sur le marché, sur notre trading, sur les choses qu'on peut améliorer, sur les choses qu'on peut éventuellement gommer pour améliorer donc. Voilà, c'est le but de ces vidéos aussi. Il y a effectivement l'aspect technique, il y a l'aspect macroéconomique, il y a l'aspect psychologique, mais il y a également l'aspect perso, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, en écoutant cette vidéo, en écoutant ma voix ou moi en m'écoutant parler, on ait la capacité de se remettre en question pour essayer d'améliorer les choses et pour essayer de ne pas rester figé sur ses idées et d'être capable donc d'évoluer et de s'adapter à un marché qui est forcément cette année, on le sait et je pense que ça va durer certainement en 2023, un marché qui est extrêmement difficile à trader, extrêmement compliqué, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle. Il y a eu beaucoup de bonnes choses cette année en 2022 malgré tout. Il y a eu un apprentissage notamment sur le salon, une progression des anciens abonnés qui a été quand même assez fulgurante. Il faut quand même bien reconnaître ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même de positifs. Il y a plus de positifs que de négatifs, mais il faut quand même essayer de voir ce qui ne va pas ou ce qui est amélioré pour eh bien, le remettre en question, faire une analyse et progresser. Donc, évidemment, bon, le petit message d'avertissement, hein, je suis obligé, bien évidemment, de le mettre. Je suis pas très inquiet sur le salon, il n'y a que des personnes responsables et des personnes adultes. Mais il est vrai que, voilà, je sais pas si vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé un petit peu chez Denis, les interviews qu'il a données donc à Jean-Louis Cussac et, euh, et à la personne, il y a eu un droit de réponse qui a été fait par Denis. Voilà, on est quand même sur des secteurs où forcément il y a des transactions financières qui peuvent être parfois importantes. C'est la raison pour laquelle, bon, moi j'insiste autant, alors parfois on me le reproche, hein, je peux le comprendre, mais c'est la raison pour laquelle on insiste autant, moi j'insiste autant sur la préservation du capital, qui est pour moi une de priorité. C'est la raison pour laquelle je mets des stops très courts. Je vois encore beaucoup d'endroits, beaucoup de salons de trading. J'ai vu dernièrement des plans de trading sur certains salons où il y a des stops à 25, 30, 35%. Enfin, c'est du délire total. Franchement, faire payer les gens pour mettre des stops à 35%, alors là, je veux dire, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Il y a pas d'autre mot. Autant de paramètres, hein, franchement, autant faire du long terme, comme Feoli le fait très bien, savoir sur quoi on va, mais faire du swing trading avec des stops à 35%, c'est totalement insensé et c'est très dangereux parce que voilà, au bout d'un moment, vous aurez un crack et ce crack amènera une baisse de 30 ou 35% et vous ferez taper votre stop à 30 ou 35%. C'est pas parce qu'on met un stop plus loin qu'on a moins de chances de se le faire taper. Et par contre, si on se le fait taper, ça fait beaucoup, 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 beaucoup plus mal. On a un stress qui grandit, on a une inquiétude qui grandit, ça met mal à l'aise, on est atteint psychologiquement et on le voit cette semaine. Moi, je suis très content depuis une semaine de vous dire voilà, on reste à l'écart, je donne rien parce que si je vous donne des choses, je sais que j'ai pas les probabilités avec moi, donc je préfère ne rien donner ou très peu donner comme je l'ai fait depuis le début de cette semaine. Voilà, se faire taper deux trois stops comme on a eu très court, reprendre des liquidités et patienter. Voilà, ça pour moi, c'est le vrai travail du trader. Alors, en termes de performance, on peut toujours discuter, on peut toujours remettre des choses en question. D'ailleurs, merci à certains voilà, de relever des choses que l'on peut améliorer, hein, notamment sur les TP. On va y revenir, notamment sur les plans que je vais proposer. Peut-être que sur le mois de décembre, on peut tester le fait de prendre un petit peu plus au TP1, voire même 80% au TP1 et laisser un reliquat pour le reste sur un portefeuille un peu long terme à break-even. Moi, je suis toujours pour
toujours favorable à vos idées, à vos suggestions. Voilà, d'autant plus que, et d'ailleurs, voilà, j'en viens à ce que je voulais vous dire, hein, donc vous remercier parce que donc visiblement l'opportunité professionnelle que j'ai, je vais l'accepter. Alors rien n'est signé encore, hein, donc voilà, mais visiblement ça va se faire. Donc je vais, pour être clair, donc j'ai accepté un poste auprès de BPCE. Alors BPCE, c'est la réunion de toutes les caisses d'épargne et des banques populaires de France. Donc c'est 100 000 collaborateurs, c'est la deuxième plus grande banque de France, c'est 20% de la croissance économique française. Enfin voilà, c'est un énorme bateau. Donc je travaillerai potentiellement au siège de cette banque-là. Et je vais travailler sur la transformation digitale du groupe. Donc, je vais travailler à l'amélioration, en gros, hein, des processus, surtout plus côté collaborateur que client, c'est-à-dire à l'amélioration des outils qui sont fournis aux collaborateurs pour que y ait de meilleurs conseils aux clients, etc. Donc, là, ça, c'était pour préciser un petit peu les choses. Donc, il y aura ce qui a été négocié, c'est 10 jours de télétravail par mois. Donc, en gros, je serai moitié du temps sur Paris, moitié du temps à la maison. Et ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous dis tout ça, pourquoi je vous partage également tout ça, c'est pas simplement parce que je vous aime bien et que voilà, je me sens à l'aise dans le salon, j'ai beaucoup d'amitié pour vous tous, il y a de ça, bien évidemment, mais c'est aussi professionnel parce que je pense qu'il est important pour vous de savoir dans quel état psychologique je suis lorsque je vous propose des trades. Voilà, si je suis dans un état psychologique stressé, nerveux, parce qu'il y a des changements dans ma vie, etc., vous allez peut-être avoir une interprétation différente des trades que Tino va donner. Et donc c'est pour ça que je vous partage un maximum de choses, même des fois un petit peu personnelles. Je vous fais confiance pour qu'elle reste sur le salon. Mika le fait aussi. On partage hein, quand on est énervé, etc. C'est pas juste pour dire ou pour exprimer ou pour s'exprimer ou pour se lasser. C'est aussi pour vous partager parce que c'est nous qui vous proposons des idées de trade et je pense que il est juste que vous soyez au courant de ce que l'on vit, des moments parfois qui sont positifs, des moments parfois qui sont négatifs. Donc voilà. Et moi actuellement, voilà, il y a du changement. La fin d'année est très mouvementée pour moi. C'est la raison pour laquelle aussi, au-delà des marchés, je me mets un petit peu plus en retrait là depuis quelques temps sur les swings parce que je ne suis pas certain d'être totalement psychologiquement prêt pour, notamment en intraday. Hein. D'ailleurs, cette semaine le prouve. J'étais très mauvais en intraday. Je fais une très mauvaise semaine en intraday. Mais c'est de ma faute, c'est de ma faute parce que psychologiquement, je ne suis pas actuellement prêt pour analyser les marchés en live. J'ai la capacité éventuellement de le faire le soir ou le week-end quand les marchés sont fermés, au calme, quand j'ai du temps. Voilà, ce matin, hier soir, cette nuit, j'ai travaillé, voilà, en capacité, tranquille, sans bruit, sans stress, la fin de semaine, etc. Ce matin avec mon café, etc. Donc il y a beaucoup moins de stress et je suis beaucoup plus clair dans mes idées. Euh, donc je pense que c'est important que je vous dise tout ça et je pense que voilà, ça a de l'influence par rapport à tout ce que je vous dis et tout ce qu'on va se dire, toute la vidéo, sur le salon, le soir, etc. Donc, juste pour terminer par rapport à cette opportunité Gwen, donc déjà merci pour tous vos messages de soutien, que ce soit en privé ou directement sur le forum. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à mon implication sur le salon, le salon a toujours été la priorité dans dans ma négociation auprès de BPCE, donc ils sont au courant de ce qui est fait. La seule chose qu'ils m'ont demandé, donc je vais avoir, pour être tout à fait transparent, je vais avoir un rendez-vous avec le service déontologique et financier de BPCE. J'ai déjà eu des premiers échanges par mail avec le directeur de ce service-là, qui m'a simplement dit que voilà, du moment où je ne partageais pas mon portefeuille, du moment où je ne partageais pas mes ordres, ce que je fais des fois, mais je vais essayer d'éviter de le faire. Voilà, du moment où je ne partage simplement des idées, des plans, ce que je fais de manière plus régulière, il n'y a aucun souci là-dessus avec les messages d'avertissement qui sont faits. Donc voilà. Et mon entreprise, le podcast de la bourse, est bien sûr déclaré auprès de BPCE. Donc là-dessus, il n'y a strictement aucun problème de leur part. Donc ça m'a quand même beaucoup rassuré. Donc voilà, par rapport à tout cet épisode-là, j'ai pris un petit peu de temps pour vous l'expliquer, mais je pense que c'était important, nécessaire, et vous le savez, je travaille en toute transparence. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de... voilà, tout est honnête, tout est sincère, et jusqu'à nos vies privées, je suis transparent. Jusqu'à ma vie privée, je suis transparent.
Donc on passe aux choses un petit peu plus, sérieuses quoique. Donc il y aura pas de vidéo, les week-ends du 24 et du 31 décembre, j'ai mis janvier, mais pardon, c'est décembre, vous l'avez bien compris. Évidemment puisque bon, c'est les fêtes et je pense que, vous aurez tous autre chose à faire qu'à regarder ma vidéo hebdomadaire pour savoir où en est la macro, surtout qu'a priori, il y aura pas beaucoup de changements. Alors, il y aura quand même certainement une liste ou une shortlist qui sera, dévoilée. Le dimanche soir, mais voilà, ce sera de manière très light et il n'y aura peut-être pas carrément de vidéo. Alors, soit je ferai une vidéo très courte avec la liste brute et je vous la laisserai, soit je ferai juste une shortlist. Voilà, on verra. Au niveau du fonctionnement du salon, donc je rappelle un petit peu le fonctionnement. Donc vous avez un audio chaque soir, trade hors séance. Vous avez des stratégies pratiquement chaque soir, même là, il y en a moins forcément, voire pas, des trades dans la catégorie des trades hors séance. Vous avez des trades en intraday qui sont dans les trades en séance, c'est exclusivement Michael et le portefeuille long terme géré par Oli. La vidéo là, que vous êtes en train de visualiser se trouve à chaque fois dans la catégorie des opportunités week-end. Et vous avez la shortlist qui est également dans la catégorie des opportunités week-end. Cette shortlist-là est faite pour celles et ceux qui ont moins de temps ou qui sont moins en confiance pour voir la vidéo et qui veulent prendre des trades un petit peu plus pépères, un petit peu moins risqué. Je ne vise pas la performance, je vise la tranquillité d'esprit. Donc celles et ceux qui n'ont pas envie de subir de gros drawdowns, pas envie de prendre de très grands risques, à ce moment-là, ils peuvent s'en référer à la shortlist. On travaille avec Michael sur des nouveautés pour 2023. Pareil, en toute transparence, on aimerait développer le salon sur le contenu qui est proposé aux abonnés, sans augmenter bien évidemment le prix. Donc le prix sera inchangé. Mais voilà, donc évidemment, comme on est au max en termes de temps alloué au salon, il est extrêmement difficile voilà, de s'impliquer encore plus sur le salon en termes de temps. Donc on travaille sur la possibilité, on réfléchit sur la possibilité voilà, d'inclure peut-être un certain nombre de personnes dans le salon, que ce soit pour l'animation ou pour créer du contenu. Mais voilà, mais pour le moment, on est un petit peu entre deux eaux parce que on a suffisamment d'abonnés pour pouvoir voilà, se régaler, proposer ce qu'on propose, etc. Mais on n'en a pas assez pour pouvoir impliquer des gens. Donc on verra, il y aura une petite promo à Noël. Peut-être que ça nous fera venir quelques personnes de plus. Ça permettra entre guillemets, de faire venir des gens pour proposer du contenu supplémentaire pour vous. Voilà, donc un petit peu la réflexion pour 2023. Vous êtes un petit peu, vous êtes au courant hein, de nos pistes de réflexion. On verra, on discute notamment avec quelqu'un de très connu, de très très apprécié, que vous appréciez très certainement. Donc voilà, on est actuellement en discussion avec lui, est intéressé par le projet. Donc on verra si on peut éventuellement voilà, l'inclure dans le salon. Donc en synthèse de la semaine. Donc en synthèse de la semaine, effectivement, nous avons eu une semaine. On reviendra sur le CAC de manière un petit peu plus en détail. On a une semaine évidemment extrêmement volatile. On le voit depuis qu'on est sous l'influence des moyennes mobiles, de la moyenne mobile 10 jours sur tous les indices. On a un marché qui est beaucoup plus nerveux. On a un marché qui est très volatile, on a un marché qui surréagit maintenant à chaque annonce, on a un marché qui est extrêmement algorithmé. Donc il faut bien comprendre que comment fonctionnent les algorithmes. En gros, vous avez deux types d'algorithmes sur les marchés financiers qui sont gérés par les hedge funds. Vous avez, alors il y a tout type d'algorithmes, mais vous avez trois types d'algorithmes. Vous avez deux types d'algorithmes, une catégorie technique et une catégorie qui réagit aux annonces. Donc la catégorie qui réagit aux annonces, quand ils voient des bonnes annonces, ils achètent, quand ils voient des mauvaises annonces, ils vendent. Donc ça crée de la volatilité. Après, vous avez les algorithmes techniques. Et là, vous avez deux grandes catégories d'algorithmes dans les algorithmes techniques. Première catégorie, c'est celles qui suivent la tendance. C'est-à-dire qu'en fait, 80% des algorithmes détiennent les actions 30 secondes. Les actions ou les indices 30 secondes. Et sur ces 30 secondes-là, c'est très très simple. Ils achètent quand ça monte, ils vendent quand ça baisse. Donc quand les 30 dernières secondes ont été haussières, ils achètent et ils revendent 30 secondes après. Quand les 30 dernières secondes ont été baissières, ils achètent et ils vendent aussi 30 secondes plus tard. C'est la raison pour laquelle nous avons des mouvements
très directionnels. Ça, c'est la première catégorie des algorithmes techniques. La deuxième grande catégorie des algorithmes techniques, c'est celle qui joue les excès baissiers. Donc, quand il y a de la volatilité, forte volatilité sur les marchés, ces algorithmes dans les excès baissiers, par exemple, rentrent de manière massive et jouent le rebond technique et sortent immédiatement. C'est la raison pour laquelle, on l'a vu encore vendredi, mais on l'a vu plein de fois cette année, vous avez des gros dips de marché et tout de suite, pouf, on a une remontée qui est aussi spectaculaire. C'est parce que les algorithmes, voilà, dès qu'il y a un excès de volatilité sur un laps de temps très court, hop, elles achètent la volatilité pour jouer, voilà, un retour à la moyenne et sortent quasi immédiatement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons ces marchés qui sont extrêmement nerveux, tout ceci dans des volumes extrêmement faibles, donc c'est encore plus amplifié, ce phénomène est encore plus amplifié. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de manager son risque là-dedans, de swinger là-dedans, de faire même de l'intraday là-dedans. C'est la raison pour laquelle la seule manière de bien trader là-dedans, si on veut trader, c'est de le faire avec des tailles de position très petites. Et moi, le premier, malheureusement, on ne le fait pas assez, et c'est la raison pour laquelle ça nous coûte extrêmement cher. Donc voilà un petit peu pour le résumé de la semaine sur ce qui s'est passé. Donc des marchés très difficiles, des marchés très compliqués, des marchés très volatiles, très nerveux. Et je pense que ça peut éventuellement durer, même si j'espère que sur cette fin d'année, on ait un petit peu plus de calme. On passe donc à la macroéconomie. Là aussi, nous avons pas mal de choses à se dire. Donc pas mal de graphiques assez intéressants et assez contrastés. Effectivement, moi, je trouve que la macroéconomie est en train de se dégrader à vitesse grand V. Je suis étonné que les marchés ne le voient pas. Je pense que j'ai peut-être commis une erreur. Je remets en question le fait que ce que je vous dis depuis un moment, que les marchés anticipent beaucoup. Je me demande si en fait, on n'est pas tous dans l'erreur. Je me demande si justement les marchés finalement n'anticipent absolument rien et que nous sommes dans un monde où l'analyse technique a pris le dessus sur la macroéconomie et donc ce phénomène, notamment algorithmique, etc., fait que finalement tout le monde se dit ouais, la macro, effectivement, elle n'est pas terrible, mais pour les moments, les marchés sont haussiers, donc je reste sur l'analyse technique et je privilégie l'analyse technique, ce que je vous dis d'ailleurs semaine après semaine, et donc du coup, tant que l'analyse technique n'est pas dégradée, on continue d'acheter le marché. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, on a ce phénomène très moutonnier, et donc nous avons des marchés qui n'anticipent plus du tout la macroéconomie et qui, effectivement, vont peut-être se retrouver à un moment donné au pied du mur, et c'est là que l'on pourrait avoir une correction majeure sur les marchés. Donc, j'en veux pour preuve un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui sont quand même assez inquiétants, notamment la baisse des commandes sur l'électronique, qui commence vraiment à être sur des niveaux voilà, très bas. Donc on repasse là aussi sous les 50. On est sur des niveaux de 2008, de 2012, de 2020, 2019. Donc voilà, ça, et puis c'est une tendance baissière. Donc on est assez inquiet. Même chose sur les demandes sur l'acier. Donc on a quand même des chutes qui sont assez spectaculaires. Même chose évidemment sur le cuivre et même chose évidemment sur l'aluminium. Les graphes sont très très similaires. Donc nous avons des demandes sur les métaux qui sont en chute libre. Alors effectivement, nous avons, on en parlera un petit peu plus tard, la Chine qui est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène, puisque nous avons une réouverture des marchés chinois, mais je rappelle que contrairement à il y a quelques années, le premier consommateur des produits chinois aujourd'hui, c'est la Chine. Donc il faut bien comprendre que le marché chinois profitera évidemment à tout le monde s'il s'ouvre, mais il profitera moins à tout le monde que ce qu'il pouvait profiter il y a encore 5 ou 10 ans, voire même il y a encore plusieurs années avant. Donc voilà, donc tout ça, il faut quand même en tenir compte. Ce qui est inquiétant au niveau européen, et je dirais même très inquiétant pour nous, Français, c'est qu'on a un déficit commercial qui est sur des niveaux absolument délirants. Donc on a un niveau de déficit commercial qui est affiché sur un an à près de 150 milliards d'euros. Alors
qu'est-ce que c'est le déficit commercial? Le déficit commercial, c'est le rapport entre les importations et les exportations. En gros, ça veut dire on importe beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qu'on exporte. En gros, en fait, ça veut dire tout simplement qu'on achète beaucoup plus qu'on vend. Et si on achète beaucoup plus qu'on vend, ça veut dire que finalement, euh, eh bien, commercialement parlant, ben c'est pour le business, c'est évidemment, c'est pas terrible. C'est la preuve que c'est pas terrible. Donc voilà, donc tout ça, c'est quand même très inquiétant. Nouveau record mensuel sur le mois de septembre, je crois. Il y a toujours un décalage. On est à 16,8 milliards de déficit commercial. Donc c'est absolument délirant. Tout ceci, quand même, va encore dans le même sens. On n'a pas encore d'impact sur les entreprises, sur les biens, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'on quand même, on va pas avoir des petits problèmes, notamment sur les bilans de début et mi-2023. Il faut bien comprendre que la macroéconomique, c'est un gros bateau et que l'influence de la macroéconomique ne se fait pas sentir tout de suite sur les bilans des entreprises. Il faut des fois du temps, des fois beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il faut souvent du temps en termes généraux, mais d'autant plus aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que nous sommes encore sur des niveaux d'épargne qui certes se sont affaiblis, mais qui sont encore, il y a encore des reliquats par rapport à tout ce qui a été versé, toute la masse monétaire qui a été versée suite au Covid. Donc on a encore cette masse monétaire qui vient compenser notamment la consommation, mais on va le voir, commence à avoir de l'influence quand même sur la population française notamment, et même sur les ménages, sur la consommation des ménages. Donc on a un monde qui est en récession, donc sous 50 ça veut dire que le monde est en récession, donc on a la zone euro qui affiche officiellement pour moi une récession, des indices PMI en récession, 47 pour la zone euro en moyenne, on a quand même des inquiétudes, hein, l'Allemagne qui est un petit peu le moteur de l'Europe, on est à 46,2, nous avons même des beaux pays comme le Danemark qui sont quand même, ça c'est le mois dernier, ça c'est le mois en cours, hein, le mois de novembre, donc on a quand même des chutes assez vertigineuses. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant. Donc les Pays-Bas, c'est pareil, c'est quand même des pays qui tirent un peu la zone euro. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on voit l'Espagne. Alors, on voit des pays comme l'Espagne qui sortent, alors pas qui sortent la tête de l'eau, mais voilà, qui résistent un petit peu par rapport à ça. Et notamment, on voit l'IBEX, hein, l'indice espagnol, qui tient très très bien, qui surperforme d'ailleurs, hein. Nous avons voilà, même des pays un petit peu du monde entier. Alors la France, on résiste quand même pas trop mal, mais enfin on est quand même sous les 50. Les États-Unis, par contre, vous voyez, c'est cata, hein. On voit quand même, c'est en train de s'affaiblir de manière assez importante. Et le monde, voilà, quand on fait la moyenne au niveau du monde, le monde, effectivement, est également aujourd'hui en récession. Même Hong Kong, même l'Irlande, même la Grèce, évidemment, l'Italie qui résiste aussi. Voilà, ça fait partie des pays du sud, hein, de l'Europe qui finalement tiennent plutôt bien. Voilà, est-ce qu'il y a l'effet tourisme aussi qui a aidé cet été? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a quand même des inquiétudes, sauf, alors là, c'est très, très surprenant. Il y a quelques pays dans le monde, il y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques pays dans le monde, il y en a une vingtaine, ouais, 20 ou 25, je crois, qui sont au-delà des 50. Alors l'Arabie Saoudite, évidemment, hein, on s'en doute, l'Inde, évidemment, on le voit, l'indice indien, c'est le Nifty. Le Nifty qui est sur des plus hauts historiques, hein. Alors la Hongrie, tiens, c'est très étonnant. La Hongrie qu'on critique, hein, d'ailleurs, c'est très marrant parce que tous ces pays-là sont, vous regarderez, hein, c'est des pays souvent qui à la télé sont très critiqués. La Hongrie très critiquée par sa politique. L'Arabie Saoudite évidemment. La Russie, alors la Russie qu'on voyait, on prévoyait tous les journalistes, tous les journalistes prévoyaient une récession extrêmement dramatique pour la Russie. Ben, désolé, hein, la Russie n'est pas du tout en récession, bien au contraire. Voilà, il y a encore la Norvège qui tient la route et quelques pays d'Afrique qui sont tellement en développement que eux, effectivement, et la Suisse évidemment, qui est toujours un modèle, qui tient encore le choc. Voilà. Donc en gros, nous avons quand même des indicateurs macroéconomiques qui sont
relativement dégradé. Les dépenses, alors voilà, les dépenses qui sont par rapport au mois précédent, voilà, qui sont en chute libre au niveau de la France. On tient un petit peu sur d'autres pays, mais voilà, on a des dépenses qui sont en chute libre. Les États-Unis, ça commence aussi à se tasser. Donc là aussi, on verra si au bout d'un moment, il n'y a pas un impact sur le chiffre et donc la croissance des entreprises. Les prix à la production qui sont en baisse. Alors, les prix à la production sont toujours un indicateur avancé de l'inflation. Donc, effectivement, nous avons potentiellement fait le pic. Et donc, nous avons une baisse des prix à la production qui continueront certainement d'engendrer une baisse des prix de l'inflation, enfin de l'inflation directement. Euh, donc voilà, tout ça milite en effet sur une stabilisation, mais c'est toujours pareil, la baisse des prix à la production, c'est aussi le signal que on consomme moins. On consomme moins, il y a moins de demande, et donc là, pour le coup, le marché, c'est moi mon hypothèse sur 2023, je vous le dis depuis un petit moment, mais le marché met toujours du temps. C'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter vidéo après vidéo, c'est que 2022 aura été l'année où on aura parlé de taux, on aura parlé d'inflation. Je pense que ce ne sera plus les sujets principaux sur 2023. 2023, le marché va s'orienter vers la récession et donc la croissance. Et donc c'est là où potentiellement, pour moi, il y a des marchés qui vont surperformer, notamment les marchés des pays émergents et pourquoi pas les marchés des valeurs de croissance de qualité. C'est la raison pour laquelle nous aurons peut-être, je dis bien peut-être, certaines valeurs de croissance qui sortiront la tête de haut. On le voit sur certaines valeurs de croissance cette semaine. Les belles valeurs de croissance sont revenues un petit peu au devant de la scène. Je pense notamment au autisme avec Katana, avec Beneteau, etc., etc., de belles valeurs de croissance, où le marché revient dessus parce que le marché se dit, bon, parmi les valeurs que l'on a, parmi les valeurs qui vont souffrir, eh bien, il y a quand même quelques valeurs qui vont tirer leur épingle du jeu. Je pense que l'année 2023 va être l'année du retour du fondamental, du retour voilà, de l'analyse des bilans, l'analyse de la croissance des entreprises, etc., etc. Je pense qu'on va revenir, voilà, l'année 2023 va être le retour de l'analyse de la microéconomie. On est resté sur 2022 à l'analyse de la macroéconomie, c'est-à-dire l'analyse des grands traits économiques, de la croissance, comment dirais-je, de la productivité, mondiale, etc., etc., des taux évidemment, mais je pense que 2023, par contre, va être l'année de l'analyse de la microéconomie. On va revenir à ce qui se passe devant nous, chez nous, au sein de nos entreprises. Alors, le prix des maisons dans le monde également est en chute libre. Voilà, donc on a des baisses assez spectaculaires, que ce soit aux US, au Canada, en Australie, peu importe. Donc on a vraiment, voilà, on commence à avoir effectivement. Donc nous avions eu la chute des actions il y a à peu près 6 mois, des actions immobilières. Et là, pour le coup, le marché a bien anticipé. Donc on a eu la chute de ces actions immobilières. Et là, on le voit maintenant sur les graphiques macro, on a évidemment le prix des maisons qui est en train de chuter. On a une reprise quand même des actions immobilières. Donc voilà, potentiellement, le marché va, je pense, est en train de pricer un retour un petit peu à la moyenne, un rebond qui pourrait avoir lieu, je pense, voilà, mi-2023, voire fin 2023, puisque je pense que voilà, évidemment les taux vont stagner puis baisser, et c'est là que potentiellement nous aurons un nouveau départ vers un nouveau cycle économique qui devrait arriver fin 2023, début, pardon, 2024, qui commencera à se mettre en place pour les certainement 2024, 2025, 2026. Donc on a un léger rebond de la confiance, mais évidemment ce n'est qu'un tout petit rebond, et on voit même que ce rebond repart à la baisse, mais voilà, grosso modo, là aussi au niveau de la confiance, on est sur des niveaux assez bas. Donc on verra là aussi. Ce qui est différent cette fois, c'est que la baisse des actions qui est arrivée
ces derniers mois, du moins cette année en 2022, est surtout dû à la hausse des taux. C'est-à-dire que le marché a corrigé les valeurs de croissance parce qu'il s'est dit aïe 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 des taux. Par contre, ce qui n'a pas été corrigé, c'est, ou pas pricé, c'est la contraction des bénéfices par action, c'est-à-dire les résultats d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle je pense que voilà, maintenant que le marché a pricé cette hausse des taux, que cette hausse des taux va être en pause, etc., 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 je pense encore une fois que le marché va s'axer sur les résultats d'entreprise. La saisonnalité du S&P 500 est intéressante également. Donc, on distingue les bull market des bear market de la moyenne entre les deux. Donc, la moyenne entre les deux est en noir, les bull market en vert, les bear market en rouge. Donc, effectivement, nous avons eu là aussi donc généralement, hein, le mois, voilà, le mois de novembre jusqu'à, on va dire, début décembre, c'est plutôt, même dans les bear markets, c'est plutôt des mois intéressants. Par contre, c'est là où ça va être intéressant de regarder. Est-ce que nous aurons, et c'est un petit peu ce qu'on voit, hein, est-ce que nous avons une correction qui a lieu tout début décembre avant potentiellement de jouer un rallye, un tout petit rallye sur la fin d'année qui, généralement, même dans les bear markets, en effet, les 10 derniers jours sont plutôt positifs. Donc voilà un petit peu avant éventuellement de repartir en janvier à la baisse. Donc on verra, là aussi impossible de savoir, mais c'est important quand même d'avoir quelques repères. Le sentiment des consommateurs, la confiance des consommateurs du Michigan, elle aussi est en chute libre. On a fait un joli rebond. Voilà, on est sur des on a atteint quand même hein, des niveaux de 2011, des niveaux de 2008, mais ça s'est pas fait ressentir forcément sur les graphiques et sur les indices où on n'a pas atteint des niveaux de 2011 et de 2008. Donc voilà, est-ce que c'était un rebond technique comme il y avait eu ici, comme il y avait eu là potentiellement avant de repartir à la baisse et faire de nouveau plus bas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on est sur des niveaux quand même assez bas, toujours malgré le rebond. Ce qui est intéressant également, c'est de voir un petit peu les actions qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Oui. Donc nous avons eu effectivement un gros rebond très spectaculaire en ligne droite, hein, quasiment. Donc le S&P 500, le Nasdaq et le Russell. Évidemment, on a une sous-performance toujours du Nasdaq et une surperformance par rapport aux 3 du S&P 500. Le Dow Jones doit être, il n'apparaît pas, mais il doit être encore plus haut. Mais voilà, est-ce que ce rebond, voilà, maintenant là on voit on a une phase de distribution et que est-ce que cette phase de distribution ou d'accumulation d'ailleurs, est-ce que c'est une phase d'accumulation ou de distribution? Est-ce que c'est une figure de sommet avant de repartir à la baisse ou est-ce que c'est une figure de sommet avant de relancer? Ça, on le verra, voilà, en gros. Hein. Mais voilà, je pense que ça va bouger très prochainement. Ce qui est intéressant également, c'est de voir un petit peu les secteurs qui surperforment. Donc là c'est le pourcentage des secteurs au-dessus des actions du secteur qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on a une moyenne de 58% sur le S&P, 47% sur le Nasdaq. On voit grosso modo que c'est toujours la même chose. On a grosso modo les secteurs de l'énergie et de la conso qui sont plutôt haussiers, l'industrie également. Et par contre, nous avons la tech et les services de consommation qui sont en baisse également. Donc voilà, toujours intéressant de voir un petit peu quand même les différences de performance. C'est un petit peu ce que je note hein, beaucoup ces derniers mois, c'est qu'on a vraiment, et on va le voir d'ailleurs sur les graphiques aussi, en passant beaucoup de graphiques également cette nuit et ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des grosses différences entre les actions. On a des graphiques qui sont encore plus dégradés que ce qu'ils étaient il y a un mois, et on a des graphiques par contre qui vraiment sont en belle tendance, où il y a vraiment des choses à faire. Donc voilà, on a vraiment un marché, je dirais même pas à 2 vitesses, je dirais à 4 vitesses. On a la tech d'un côté, l'énergie de l'autre, des petites et moyennes capitalisations qui performent, des petites et moyennes capitalisations qui sous-performent. On a des valeurs qui étaient à la cave qui ont bien rebondi, on a des valeurs qui étaient à la cave qui sont encore plus à la cave. On a même des grosses capitalisations qui ont bien rebondi. On a des grosses capitalisations qui sont complètement en dehors du marché. Je pense notamment à des valeurs, comme on le verra d'ailleurs dans la liste Eurofins scientifique, etc., qui n'ont absolument pas rebondi ou quasiment pas rebondi. Donc voilà. Et à contrario, on a des valeurs comme
Je sais pas, comme le luxe, hein, notamment, on a LVMH qui est quasiment sur ses plus hauts, on a Kering qui a fait un rebond, mais qui est revenu un petit peu en arrière, on a des bancaires qui ont bien performé, mais d'autres qui ont beaucoup moins performé. Donc voilà, c'est toujours très étonnant quand même de voir, même dans des entreprises du même secteur, des différences de performance qui sont assez importantes. Donc là aussi, on verra si ça s'accentue ou pas, ou s'il y a plutôt du rattrapage d'ici la fin de l'année. On a toujours quand même un marché qui est en risk-off, on a un marché où les valeurs défensives ont, surperforment les valeurs cycliques. Donc voilà, on a toujours une chute qui s'accentue, même après ce rebond-là. On a toujours quand même un marché qui va sur des valeurs un petit peu plus défensives. Donc voilà, on a toujours, pour moi, on est toujours en risk-off et on est revenu, donc on a cassé les plus bas hein, de Covid, hein, de ce risque. On est revenu sur des niveaux quand même assez importants. Donc on a un dégonflement hein, de cette bulle, de ce ratio. Donc il va falloir suivre à un moment donné où c'est qu'on va avoir une stagnation, une consolidation à plat avant, je l'espère, de repartir. Je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, à part un événement majeur, mais a priori, ce ne sera pas le cas. Je pense qu'on va vivre certainement un marché pendant quelques mois encore, voilà, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup zigzaguer. Peut-être quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ce qui s'était passé en 2019, on verra. Donc les éléments, alors ce qui est intéressant, c'est les éléments techniques d'un bottom de bear market. Donc vous avez ici, en gros, tous les bear markets et on voit un certain nombre d'éléments techniques qui sont répertoriés, voilà, un RSI 18 mois inférieur à 30, etc. Et on voit que en fait, en 2022, donc cette année, hein, nous avons relevé très peu d'éléments techniques d'un bear market. Donc voilà, la question est de savoir, toujours la même chose, la question est de savoir, est-ce que finalement 2022 n'était pas un bear market et qu'on va repartir à la hausse, ou est-ce que en fait, tout simplement, le bear market est loin d'être fini et que ce n'est juste qu'un rebond dans le bear market avant de valider beaucoup plus de critères techniques. Donc vraiment, pour moi, on est entre deux eaux. Alors il y a aussi le comparatif. Là aussi, c'est vraiment pour moi, on est vraiment entre deux eaux sur beaucoup d'éléments, que ce soit macroéconomique ou technique. Toujours entre même la macroéconomique, où on a effectivement des tableaux qui se dégradent, mais en contrepartie, on a également la Chine qui fait office d'espoir dans sa reprise. Et également, nous avons techniquement des éléments qui nous font penser que on peut ressembler effectivement à 2008 où on a vu le crash, mais on peut également ressembler en 2009 où nous avions eu une belle reprise. Voilà, avec des éléments techniques qui se ressemblent par rapport à 2009. Donc on pourrait se dire, voilà, on pourrait avoir un scénario là, dans les prochains mois d'une latéralisation, d'une espèce de zigzag, avant de repartir vers d'un bull market. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut aussi comparer ce marché à celui de 2008, où nous étions en fait que dans un rebond technique de marché avant le gros dip. Voilà, donc à titre perso, sincèrement, j'en sais rien, je ne vais pas me mouiller, puis ça ne sert à rien. Je dis juste que bon, il faut suivre encore une fois la technique, trader ce que l'on voit. Au-dessus de la moyenne mobile 10, on privilégie les achats, en dessous, on privilégie l'observation. Voilà, tout simplement. Donc le Nasdaq, lui, ressemble, oui, par contre, comme deux gouttes d'eau à ce qui s'était passé en 2000, hein, on le voit, notamment les valeurs non profitables de la tech, où on a vraiment un scénario à peu près similaire. Donc là aussi, on verra où ça nous mène, mais effectivement, on a des valeurs technologiques qui sont à la rue totalement. Et donc, la Chine, en espoir du monde, la Chine qui se relance et on voit une surperformance du Hang Seng par rapport à un certain nombre de valeurs, un rebond technique fabuleux de plus de 20 ou 25%. Même 30 je crois sur le Hang Seng, bon bref peu importe, en tout cas un beau rebond et voilà, est-ce que la Chine à un moment donné va avoir de l'impact sur les marchés, est-ce que ce rebond sur la Chine est terminé, est-ce que voilà, tout ça on ne peut pas le savoir, mais toujours est-il que évidemment ça peut être un élément d'espoir pour la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans le doute, mais il n'y a pas que nous. Même les bookmakers, les analystes, les différentes banques, lorsqu'on les interroge sur l'évolution de l'Eurostock 50 dans un an, on voit que voilà, on a énormément de disparités. Voilà, on part comment dirais-je, d'une prévision d'une baisse de -22 pour
pour certains analystes, certains brokers. BNP Paribas prévoit un Eurostoxx à -20, -19, pardon. Et puis, de l'autre côté, nous avons ING ou Unicredit, voilà, qui prévoit 6, 7, voire même plus, hein, % de performance. Donc, voilà, même eux qui ont des éléments macroéconomiques bien plus fins que ce que moi je vous propose, on voit qu'au final, ils n'ont pas plus de certitude que nous. Donc, je vais dire, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on évolue quand même dans un environnement macroéconomique quand même extrêmement compliqué. Et que donc, voilà, il faut toujours faire ce qu'on dit avec Mika, je pense, privilégier les graphes et se dire, bon ben voilà, quand les probabilités sont avec nous, ben on essaie d'y aller un petit peu plus. Quand les probabilités ne sont pas avec nous, eh ben on essaye d'aller un petit peu moins. Donc voilà, mes chers amis, donc un point intéressant. On va donc passer à l'analyse des indices. Donc les indices avec, alors le cas qu'on le verra un petit peu plus tard, toujours. Ouais, non, on peut le voir maintenant. Non, on peut le voir maintenant, c'est pas un problème. Donc le CAC 40. Donc toujours dans cette tendance. Alors CAC 40 c'est toujours pareil. Donc en mensuel, donc toujours, hein, vous savez que moi, pour être objectif, je me sers de la moyenne mobile à 10 périodes. Donc en mensuel, c'est haussier, d'autant que la moyenne mobile à 10 mois est en train de se retourner. Le mois est pas, évidemment, le mois n'est pas terminé, mais est en train de se retourner. Donc potentiellement, c'est haussier. Donc long terme, nous sommes haussiers. Moyen terme, nous sommes haussiers également. Court terme, nous sommes baissiers, puisque nous sommes sous la moyenne mobile à 10 jours. Donc la question est de savoir, est-ce que ce rebond est terminé et nous sommes sur le point haut, ou est-ce que c'est juste une reprise de souffle avant de retrouver la tendance les tendances de moyen et long terme. Toujours est-il que tant qu'on est sous la moyenne mobile 10, on reste à l'écart. À l'écart, je veux dire, de manière forte. On peut quand même trader. Il y a beaucoup d'opportunités, vous allez voir, hein. Alors, elles ne sont pas toutes parfaites, mais bon, vous savez que la liste brute, j'y reviendrai, je relève toujours beaucoup d'opportunités, et puis après, c'est à vous de faire votre choix. Je publierai quand même une petite shortlist dimanche. Mais grosso modo, voilà. L'idée, de toute façon, il y a deux hypothèses de travail. Soit effectivement, on a quasiment terminé la correction. Et à ce moment-là, on repartira. Il y a vraiment des acheteurs qui sont tout de suite présents. Ils vont tout de suite intervenir sur la zone des 6006 pour jouer de la relance. Alors j'ai mis la flèche, mais elle est un peu haute, hein. Je pense qu'on va faire plutôt, si on relance tout de suite, je pense qu'on va faire un truc un peu comme ça. Voilà, on va faire un truc comme ça d'ici la fin de l'année. Ou alors, les acheteurs vont pas se manifester tout de suite. On aura potentiellement un petit rebond avant d'aller chercher la zone un peu plus basse. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est la zone moi qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est une zone de correspondance entre la moyenne mobile à 200 jours qui, je pense, va venir à peu près ici. D'accord. Et potentiellement la zone de support qui est ici, qui est moins propre que celle-ci. C'est pour ça que je pense que c'est celle-ci qui pourrait potentiellement générer plus d'acheteurs. Donc, grosso modo, c'est la zone des 6004 qui, pour moi, de toute façon, tant qu'on est au-dessus, c'est acheteur. Et c'est la zone qui, pour moi, va nous montrer est-ce que oui ou non, on a retourné la tendance de moyen terme. Donc, ce qui va m'intéresser, en gros, hein, c'est que bon, là, on pourrait avoir même du rebond technique et ça, mais ce qui va m'intéresser après, c'est quand on va revenir dans cette zone-là, est-ce que ça va venir accumuler pour ensuite relancer, ou est-ce que ça va venir accumuler pour repartir à la baisse, et là, ça voudra dire pour moi que ce sera pas bon pour 2023. Donc voilà un petit peu l'idée euh, que je me fais sur le CAC. Au niveau des small, alors au niveau des small, c'est plutôt pas trop mal, sans être extraordinaire. Donc voilà, on est revenu. Alors j'ai mal tracé mon canal, mais ça ne l'a pas enregistré. Voilà. On est revenu. Clac. On va faire les choses correctement. Hop, on est revenu. Voilà. Nous avions une espèce de canal comme ça. Alors, est-ce que c'est un biseau d'élargissement? Est-ce que c'est un canal? Je sais pas. On verra. C'est pas très grave. Toujours est-il que voilà, on est revenu s'appuyer sur le bas de canal. On l'a réintégré. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Je vous l'ai dit. Hein, moi, je joue potentiellement sur les small le retour à la M200. Voilà. Mais de toute façon, voilà. Tant qu'on tient pour moi le niveau des 11006. On peut espérer une continuation du rebond. Voilà, en gros, c'est ça l'idée.
Mais toujours avec le biais prudent, toujours avec le biais prudent, en retard, hein, donc les small, hein, je vous rappelle qu'on est on est 4%, 5% quasiment sous la M200, alors que sur le CAC 40, je sais plus, on est 6% au-dessus. Donc il y a vraiment une divergence de performance entre les grosses capis, je dirais même le CAC 40, par rapport aux petites capitalisations. Donc voilà pour le CAC. Hop là. Voilà. Allez, on passe aux autres indices. Voilà. Donc, au niveau des autres indices, donc, nous avons le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, il fait une sale semaine quand même, hein. Il fait une sale semaine, donc il revient un petit peu en arrière. Il y a une conso qui s'opère. Je pense qu'on pourrait même corriger un petit peu plus. En daily, on a quand même, voilà, on est repassé là aussi. On passe sous la M10, on vient faire la mèche haute quasiment sur la M10 et derrière il y a un rejet. Bon, tant à court terme, tant que nous sommes ici, hop, tant qu'on tient ce niveau de support court terme, tant qu'on tient les 33 400, ça va, il n'y a pas le feu. Par contre, attention, si on lâche, alors là, on pourrait avoir correction beaucoup plus importante. J'ai toujours dans l'idée, là aussi, j'ai toujours dans l'idée, alors voilà, on avait joué le scénario, j'ai toujours dans l'idée quand même qu'on aille chercher, hop, je vais le décaler, j'ai toujours dans l'idée qu'on peut faire un nouveau plus haut pour aller chercher un petit peu des liquidités avant le retournement. Donc pour vous éventuellement le rallye de fin d'année, on verra là aussi, c'est passé. En tout cas, il va falloir, quoi qu'il en soit, maintenir la zone des 33 400. La fin de séance vendredi a été cata hein, aux US, c'est vraiment pas terrible, que ce soit sur le Dow Jones, le SP500 ou le Nasdaq. Le SP500, justement, donc, lui, bon, a très bien suivi la droite, hein, la droite de tendance ici, la résistance oblique. Donc voilà, on conso, il n'y a pas le feu encore. Je considère qu'on est revenu, potentiellement, on est revenu tester ici, voilà, cette zone-là, peut-être un petit peu plus large, hein, cloné, voilà. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, voilà. Tant qu'on reste au-dessus sur le S&P 500, au-dessus des 3900 points, avec l'arrivée de la M10 hebdomadaire, bah, il n'y a pas le feu, c'est de la conso. Voilà, je pars là aussi du principe que on pourrait bien aller chercher quelques stops au-dessus. Donc on verra là aussi. Par contre, en effet, hein, si on repasse sous les 39, sous les 3009, pardon, là il faudra faire extrêmement attention. On est repassé sous la M10. Voilà, cette zone-là pour moi est une zone importante. Si effectivement on revient à faire voilà, casser tout ça, on pourrait casser la ligne de coup d'une espèce d'épaule tête-épaule. Et là, par contre, attention, gros danger. Et là, on aura des abysses sous les pieds. Il faudra être extrêmement vigilant. Mais enfin, on n'en est pas là encore. Pas s'affoler pour rien. On n'a pas de signal d'achat, mais on n'a pas non plus de signal de vente. Donc voilà. Le Nasdaq, lui, alors voilà, le Nasdaq, pareil, hein, donc c'est pas super propre. On est venu, lui, le Nasdaq, faire l'appui sur la moyenne mobile à 10 semaines. Donc je me mets maintenant en journalier. Donc en journalier, effectivement, on n'arrive pas pour le moment à passer cette grosse zone. Là, on l'avait passé, mais pour moi, c'est les 11 000, les 11 000 et quelques. Alors par contre, ce qui était intéressant, c'est que voilà, on travaille la zone, la fameuse zone que je vous indique là depuis un moment, la zone des, allez, on va dire 10 950, 10 900, 10 900, 11 000, 10 900, 11 000, pardonnez-moi. Donc tant qu'on est au-dessus, pour moi, c'est plutôt positif. Si on lâche cette zone, alors là, oui, en effet, là, je serais plutôt assez inquiet, mais c'est pas encore, voilà, tant qu'on la lâche pas, je tiens ma possibilité, je me laisse la possibilité d'un dernier rallye pour aller chercher, alors peut-être pas celle-là, là, mais en tout cas, la première jambe là, qui pourrait nous faire gagner un petit peu sur la fin d'année. On verra là aussi ce qu'il est potentiellement possible. Au niveau du dollar, en hebdo, donc le dollar, il revient sur cette zone ici importante, hein, cette zone-là qui était une zone voilà, qui avait fait ici résistance, on revient dessus, support. Donc voilà, je pense que ça va générer, comme vous l'avez indiqué, du zigzag. Hop, du zigzag. Et je pense que à terme, le dollar repartira à la hausse. Voilà, c'est une zone très très importante. Regardez, hop, si j'écarte un petit peu, voilà, zone très très importante qui avait fait donc résistance ici, résistance ici, résistance ici, hop, cassé, pullbacké. Voilà. Donc pour le moment, court terme, c'est baissier. Euh,
voilà, à court terme, c'est baissier, mais voilà, on a une congestion, hein, qui est en train de se mettre en place. Et voilà, si potentiellement on arrive à casser la moyenne mobile à 10 jours et recasser à la hausse les 105,50, on pourrait avoir potentiellement le scénario que je vous avais indiqué, c'est une relance du dollar. On verra là aussi. Au niveau du pétrole, on a une grosse correction sur le pétrole. Pas encore sur les actions pétrolières, mais on a une grosse correction au niveau du pétrole et on revient sur une zone de demande. La grosse zone, la grosse zone pour moi, entre les 65 et 75 dollars. Pour moi, le pétrole va se stabiliser là-dedans. Je vois pas, sauf, alors si par contre, si on casse cette zone-là, alors là, il faudrait être très inquiet sur les marchés. Mais je vois pas, voilà, je vois pas le pétrole aller à court terme, aller un petit peu plus bas. Je vois pas non plus de figure spécifique, voilà, ni de consolidation. Il n'y a même pas un biseau. Pour moi, on revient là-dedans. On va se stabiliser et c'est ensuite que on verra si, voilà, on va se stabiliser là-dedans et c'est ensuite qu'on verra si effectivement ou on repart en tendance haussière. Tout à fait possible, ou effectivement après cette conso, on casse par le bas, et là ce sera beaucoup plus grave. Et là, à ce moment-là, pour moi, on reviendra sur des niveaux beaucoup plus bas. Ça voudra dire que le marché va pas bien. Ça voudra dire que le marché va pas bien, mais on reviendra potentiellement, voilà, sur cette zone plutôt des 40, 46 dollars. Voilà un petit peu l'idée sur le pétrole. Au niveau du VIX, là aussi, donc on n'est pas revenu sur le. Donc je vous avais dit, hein, on arrive sur des niveaux de support. On a rebondi donc sur le niveau de support court terme. Voilà, on est en train de travailler, de casser, voilà, cette résistance oblique. C'est pas fait, donc on est toujours voilà, on est en train, oui, on a bien cassé, oui, on a bien, hop, j'ajuste mon oblique, on a quand même bien cassé cette oblique, on est en train de travailler, voilà, donc je pars du principe là aussi que ça va être important de voir, on repasse au-dessus de la moyenne mobile, on clôture au-dessus. Tant que le VIX est sous les 23,30, le VIX sur le S&P, l'indice de volatilité du S&P est sous les 23,50. Je dirais qu'il n'y a pas encore le feu, d'accord. Tant qu'on est sous ce niveau-là, tant que les options ici sont sous l'indice de volatilité, sous ce niveau-là, il n'y a pas encore le feu. Par contre, si on vient à casser ça, ouais, il y a gros danger. Et là, par contre, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de rebond d'ici la fin de l'année. Donc, mon scénario privilégié, c'est quand même on réintègre et on vient consolider avant de repartir. Voilà, c'est mon scénario privilégié quand même. Mais encore une fois, il y a les deux scénarios, scénario privilégié, scénario alternatif. Donc je vais beaucoup observer ça pour les prochaines séances. Mais je pense que voilà, pour moi, la zone vraiment de vente, elle se situerait peut-être un petit peu plus en dessous, notamment sur la zone des 17, 18 points sur le VIX. Donc là aussi, hein, je vous l'ai montré la semaine dernière, mais les actions qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc voilà, on revient effectivement dans une zone, mais on n'est pas sur des niveaux extrêmes. Hein, voilà, donc on peut, voilà, il y a un petit mouvement correctif effectivement, mais pour moi, voilà, on peut encore aller traîner par là quelque temps avant d'avoir la correction, ce qui me ferait dire que voilà, on pourrait avoir encore éventuellement quelques journées, quelques séances plutôt positives. Encore une fois, ça va être. Voilà, on va observer évidemment tout ça. Donc, au niveau des perfs des indices, cette semaine, nous avons donc en journalier évidemment des indices américains qui ont très mal fini, un Hang Seng qui lui a très bien progressé. On a un Hang Seng qui a gagné cette semaine 6,56%, toujours pareil, une sous-performance des indices américains. En mensuel, c'est toujours la même chose, on a une sous-performance des indices américain, un Hang Seng, lui par contre, qui a explosé, et au niveau de l'année, eh bien, on est toujours sur une sous-performance du Nasdaq qui perd près de 30% cette année, quand même énorme. Le CAC 40 est à moins 6, donc voilà, il y a quand même une grosse différence. Et donc l'indice indien qui lui gagne 6% cette année, donc magnifique. L'indice indien qui surperforme. Au niveau de la macro, alors là on va être gâté cette semaine. Donc là aussi il va falloir faire gaffe. Au niveau de la volatilité, c'est la raison pour laquelle il ne va pas falloir trop s'exposer sur le marché parce qu'on va avoir des mèches un petit peu partout. Nous avons l'IPC annuel en Allemagne à 8 heures, ça sera dès mardi. Donc lundi, on sera plus ou moins tranquille, mais ça va démarrer lundi avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne. Donc là, il y aura de la volatilité. L'indice des prix à la consommation
aux États-Unis. Donc mardi, ça va bouger, les amis. Nous aurons également la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça, c'est le mardi. Donc là, voilà, autant vous dire que ça va bouger. Nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi. En fait, on est tranquille que vendredi, encore que nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne, donc vous voyez 46,2 attendu, donc pas terrible de toute façon, et l'indice des prix à la consommation en Europe. Donc on a une semaine hyper chargée. Quand on voit un petit peu qu'on avait une semaine très légère la semaine passée, et on a vu la volatilité malgré une semaine très légère, autant vous dire que cette semaine, ça va bouger, il va y avoir de la volatilité encore en intraday sur les marchés. Donc attendez-vous à ça, taillez vos positions en fonction de ça, sinon vos émotions vont en pâtir. Au niveau des acquisitions, pas grand-chose à relever, cette semaine. On a toutefois, tac, 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 c'est quoi que j'avais vu? Soitec, donc BPI Finance qui investit dans Soitec. On a eu des achats sur Voltalia, Bureau Veritas également, des acquisitions sur le titre Renault. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout en réalité. Bon, ils investissent régulièrement. Lanson aussi, on le sait, régulièrement. Et Altaria, voilà. Altaria également, une foncière. Donc Altaria, il y a aussi, je pense que c'est la société c'est la société de Alain Taravella là, qui investit régulièrement dans Altaria. Voilà, bon, rien de plus à noter. Au niveau du magazine Investir, bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai noté toutefois une recommandation de Saint-Gobain qui est dans une très belle d'ailleurs configuration technique. J'ai noté également la page 8. Voilà, DP qui a eu un trou d'air. Bon, ouais, pourquoi pas. EuroAPI, bon, ouais, je sais pas, pourquoi pas. J'ai quand même des doutes. Donc Saint-Gobain, Airbus, bon, EDF, on s'en fout. GTT, hop, Renault. Donc là, ils sont plutôt à la vente. De Richebourg, ils sont plutôt à la vente. Bon, ouais, ok. Ensuite, nous avons page 11. C'est juste un petit peu plus bas, voilà. J'avais noté quoi? J'avais noté, voilà, Wavestone. Ouais, Wavestone, bon, pourquoi pas, c'est une petite valeur. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Aramis, là, par contre, bon, c'est pas. En termes de fondamentaux, c'est pas non plus, c'est même pas terrible. Donc bon, à voir. Et la ligne 24, donc c'est le récap. Donc on a ABO, bon, ouais, bof. Amazon, ouais, bof. Amundi, oui, pourquoi pas. Donc Aramis, ASM International. Alors là, c'est marrant parce que ASM International, domaine des semi-conducteurs, évidemment, donc ils le mettent en avant et puis en comparaison à ça, vous voyez, ils sont plutôt à l'avant, doit rester à l'écart sur ASML Holding, sur AMD et sur Nvidia. Donc bon, ça aussi, là aussi la logique. Bon, je vois pas comment ASM International pourrait exploser à la hausse et tout le reste exploser à la baisse. Mais bon, pourquoi pas. Calré, ouais, pourquoi pas. Donc EuroAPI, Coinbase, ouais, Coinbase, franchement, bon, voilà, vous avez compris quoi. Donc voilà, honnêtement, pas grand-chose de très intéressant sur le magazine ici. Au niveau des agendas, nous aurons quelques petites valeurs, donc Prismaflex, Osmosis lundi, Groupe Partout, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont nous donner. Nous aurons Placivaloir, nous aurons Fontaine Pajot, tiens, c'est Laurent qui est dedans. Donc voilà, Laurent, si tu as de l'avance là-dessus, peut-être pour le jouer, hein, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si tu as de l'avance là-dessus de ne prendre qu'un bénéfice partiel parce qu'elle a bien progressé. Et donc voilà, les résultats de Focus Home, ça va être intéressant également. Et ensuite, la semaine suivante, alors ça va être normalement très très calme. Voilà, on aura After Energy, donc c'est une daube. Excel, Industrie qui s'est bien relancé, c'est une toute petite valeur. Et une valeur fondamentalement exceptionnelle, Avenir Télécom, bien évidemment, je plaisante. Donc voilà les amis, au niveau de la macro de la semaine,
à venir, des infos, etc., etc. On va donc passer désormais aux opportunités au week-end, donc à la liste brute. Alors, je vous rappelle comment on fonctionne toujours, hein. Je propose une liste brute. Alors, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs, j'en conviens. Il y a beaucoup de valeurs. Cette semaine, donc je propose une liste brute. Alors, je vais être assez clair. Nous n'avons pas les probabilités de réussite actuellement sur nos trades. C'est la raison pour laquelle je conseille de peu s'exposer. Alors, peu s'exposer, ça veut dire évidemment peu s'exposer en termes de taille de position, mais ça veut dire également peu s'exposer en termes de pourcentage de portefeuille investi. Ça ne sert à rien de prendre des tailles de position de 5%, des petites tailles de position, si vous en prenez 20, parce que vous serez investi à 100%. Donc il vaut mieux peut-être prendre des tailles de position normales, mais que sur une ou deux valeurs, que de prendre des tailles de position petites sur 20 valeurs. Donc soit vous avez deux solutions, soit vous n'avez pas envie de trader, donc à ce moment-là vous mettez de côté, vous mettez en observation, soit vous avez envie de trader, et alors vous avez deux solutions, soit vous mettez des très petites tailles, et à ce moment-là vous prenez 4-5 valeurs, soit vous mettez des tailles un petit peu plus importantes sur 2-3 convictions qui sont intéressantes, et vous vous exposez qu'à 15, 20, 30% de votre portefeuille. Ça, c'est à vous de voir. Je ne peux pas le gérer pour vous, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Mais grosso modo, voilà l'idée, c'est toujours de se dire, on n'a pas les probabilités, on est sous les moyennes mobiles 10, il va y avoir de la volatilité, les stops risquent d'être pétés, donc il faut savoir que la gestion de son capital peut être également importante. D'accord? Donc voilà, donc on a du ADN, Alphen, Aperam, Arcelor, BIC, Big Ben, Biomérieux, Banque nationale de Belgique, Chargeur, Claranova, CTP, Dieteren, Elia, Euraseo, Eurofin Scientifique, Fagron, Fort Farmer, Groupe LDLC, Jacques Metals, JC2So, Gestit Legrand, Maison du Monde, Nexity, Pierre et Vacances, Piscine des Joyaux, Prosus, Recticel, Seb, Sanofi, Schneider Electric, Serge Ferrari, Signify, Solution 30, Synergie, Téléperformance, Valneva, VGP et Walter Kluwer. Donc on attaque sans plus attendre. Donc je vais aller très très rapidement, évidemment, sinon ça va vous prendre la tête. Euh, et puis bon, je ne vais pas forcément vous dire à chaque fois pourquoi je suis intéressé par la valeur. Il y a une majorité de ces valeurs qui sont en tendance haussière. J'ai vraiment insisté là-dessus. Il y a quelques valeurs où on peut vous dire bon, mais grosso modo, ce sont des valeurs qui, pour 80-90% des cas, sont en tendance haussière en hebdomadaire, voire en potentiellement daily. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Grosso modo, l'idée c'est, on commence par du ADN. Donc ADN, nous avons effectivement un retour. Donc c'est une valeur évidemment qui est revenue très en arrière, hein, qui est en retard. Voilà, on est sur les niveaux, de juin. Hein, donc elle a quasiment pas rebondi. Mais voilà, sur ADN, effectivement, nous avons potentiellement un rebond qui peut s'opérer, vous voyez, si on achète ici au-dessus des 1423 avec un stop. Alors, le problème, c'est qu'elle est volatile, mais grosso modo, l'idée, c'est stop sous les 1380. L'idée, c'est qu'on jouerait le ralliement ici de la M200 et on irait après chercher potentiellement ici et ici. Voilà, l'idée, il y a également un gros gap à aller chercher, hop, ici, tac, et il y en a même un petit en intraday qui n'est pas totalement comblé, bon bref, donc l'idée, ce serait d'aller chercher cette zone, hop, de gap, tac, voilà un petit peu l'idée. J'arrive jamais à mettre droit. Bon, c'est pas grave. Donc, on irait avec un stop à. C'est pas cher, hein, c'est un stop à 3%. Pour du ADN, c'est pas très cher. Par contre, c'est un TP1 qui peut être intéressant à 5,34 et un TP2 ici à 12,22. Alphen, donc Alphen, on a fait le rebond, on fait la congestion, donc pourquoi pas pour jouer le break, alors là, de manière agressive. Donc le breakout ici, le stop ici sous les deux bougies, voilà. Voilà, à voir si on met un stop en clôture ou pas. Donc voilà, on irait chercher ici, donc ça fait un stop grosso modo à 2,26 avec ici un. Hop là, un TP1 à 6 et quelques et un TP numéro 2 ici à 14 et quelques. Aperam, donc l'idée c'est de jouer. Alors bon, on avait un trade ici, mais c'est pas grave.
on s'en fout. Hop là, voilà. Bon, Apera, c'est pas le trade du siècle en termes de ratio gain-risque, mais voilà, l'idée pour ceux qui veulent le jouer, surtout qu'elle est chiante à trader, mais l'idée, voilà, c'est de, grosso modo, chercher ici avec un stop à 3% pour aller chercher ici un objectif à 6. ArcelorMittal, pas facile à trader également celle-ci, mais on a peut-être quelque chose à tenter au niveau du double top ici, avec un stop ici pour aller chercher des objectifs. Alors il y a des gaps, il y en a un notamment qui est ici, hop là, voilà, et je crois qu'on a un deuxième qui est pas tout à fait fermé, un tout petit ici. Donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher, hop là, ici, et potentiellement ici. Donc ça fait un stop au départ à 2,60. TP numéro 1 ici à 3,10. Alors je crois qu'il n'y a pas la TTF en plus sur Arcelor. Parce que de mémoire, elle ne cote pas en France. BIC. Alors, bon, je regrette parce que malheureusement, bon, on n'avait pas eu trop d'entrées ici. Il y avait une petite. Bon, bref, peu importe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut retenter le break ici avec un stop très. Alors, stop clôture jour ici, stop physique ici. Voilà, grosso modo, si vous voulez le jouer, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la fermeture déjà en numéro 1 du gap. Ici. Et ensuite, aller chercher des plus hauts ici. Donc ça fait un stop en clôture jour à 2%, coûte pas bien cher. Par contre là il y a la TTF, je crois. TP numéro 1 à 2, et après on accompagnerait à 8 et quelques. Big Ben, une des rares tendances baissières. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a cassé le bas et on est revenu sur cette grosse zone de support. Donc on s'est fait peur, on a fait une mèche et on est en train de réintégrer. Alors, est-ce que c'est cette oblique-là? J'en sais rien. Mais voilà, l'idée, c'est de jouer la cassure ici par le haut. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est une petite valeur, donc elle est capable de faire des mèches, etc. Mais voilà, l'idée, ça fait un stop un peu loin. Il faut le jouer plus mouvement, plus moyen long terme. On le sait, le secteur des jeux vidéo, il est capable de faire, on a vu Nacon, capable de faire des gros rebonds. Donc voilà, l'idée c'est de jouer une petite position, mais le ratio gain-risque est bon. Ça reste toutefois très baissier. Biomérieux, c'est pas mal. Biomérieux, c'est pas mal. Donc on congestionne bien, on a fait la mèche basse, on est toujours sous l'oblique. Donc l'idée, alors Biomérieux, le problème c'est qu'elle fait des mèches, donc je mettrai un stop clôture jour ici et éventuellement stop physique ici. Alors voilà, le problème c'est que le stop, si ça va, non ça va. Même le stop physique ne doit pas être très très loin pour de Biomérieux, 3,87, c'est pas méchant, même si on se fait sortir, c'est pas méchant. Donc l'idée c'est d'aller chercher ici et d'aller chercher éventuellement ici. Il y a un petit gap ici que le marché, je pense, a vu. Donc l'idée, c'est d'aller à l'entrée du gap pour être tranquille. 2,47 en premier TP. Voilà. Et 6,20 en deuxième TP. Alors, Banque Nationale, alors là, c'est une des rares valeurs en tendance baissière. Là, c'est du trading, là, c'est chaud. Je vous le dis direct, c'est très chaud. Banque Nationale de Belgique, c'est un truc en faillite quasiment. Regardez-moi ça, c'est une très très belle dégradation. Mais voilà, l'idée, c'est qu'elle est capable d'aller. Par contre, elle est capable d'aller très très vite. Elle est capable sur des rebonds. Voilà, là, c'est du jeu, c'est du game. Là, c'est un ticket de loto. Soyons très clairs. Il faut miser ce que vous êtes prêt à perdre là-dessus. Mais voilà, il y a un double top. Voilà, je vous le montre. Il y a un double top qui est ici, donc double top. L'idée, c'est on achète à la cassure du double top. Voilà, on joue un stop, c'est un stop pas cher. Voilà, c'est un stop à 2%. On va chercher quoi? Voilà, on va chercher grosso modo ça. Et éventuellement, même, allez, si on est gourmand, le complément du gap. Voilà. C'est un ticket de loto. C'est un ticket de loto. Là, il faut être prêt à perdre ce qu'on mise. Chargeur, elle est dure à trader. Putain, c'est dommage parce que la config est là.
Ah, moi, j'en démords pas. La config est là, ça reparle en plus de plus en plus de masques. La config est là quand même, hein. La config est là, ça me fait chier parce que c'est une valeur sur laquelle on peut se faire sortir. Donc je la reproposerai pas, mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose, hein, sur cette valeur, hein. Franchement, il y a quand même quelque chose à tenter. Voilà, on a une espèce de consolidation à plat. Je me dis quand même, si on arrive à breaker là, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre pour le coup un stop un petit peu plus large ou un stop en clôture jour ici, en se disant, OK, on va mettre une taille de position plus petite, euh, mais on va le jouer quand même. Voilà. Mon questionnement est là. Il y a des zones de gap, il y a vraiment quelque chose à faire, hein, sur cette valeur, hein. Je pense. Voilà, donc TP numéro 1, TP numéro 2, voilà, pourquoi pas. Caradobas, bon, c'est une valeur très nerveuse, c'est pour ceux qui veulent s'amuser. Donc on a effectivement cassé, pullbacké, derrière on est revenu, pam. On est venu faire ici la mèche. Donc ce qui est intéressant, c'est que par contre, voilà, ici on fait le retour. Pourquoi pas tenter l'achat ici. Là c'est du trading agressif, hein. Là c'est pas un ticket de loto, mais voilà, là il faut y aller tranquillou. Donc l'idée c'est de jouer ici de nouveau le rebond et le ralliement de la M200. Voilà, ça c'est assez simple. Mais voilà, c'est en mode, voilà, je le redis, hein, c'est en mode un peu, voilà, petite position, histoire d'avoir un truc en portefeuille, de s'amuser. Il faut vraiment le voir comme un jeu, hein. Quand je vous propose ce genre de valeur-là, c'est histoire de se dire, allez, je le tente pour me, voilà, plutôt que de faire un pari sur le vainqueur de la Coupe du Monde, je vais faire un pari sur Claranova avec une petite position. Voilà. Il faut vraiment le voir comme, enfin, ça ne me dérange pas, hein, moi, de proposer ce genre de choses, mais il faut bien être conscient que, voilà, ça se fait avec des tailles de position adaptées. CTP, alors c'est pas mal, hein, ce qu'elle fait, CTP. Elle est en train, voilà, de travailler un retournement. Moi, j'aime bien ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Tac. J'aime plutôt bien ce qu'elle est en train de faire, CTP. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette valeur-là. Voilà, une espèce de biseau descendant. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. On a une réduction de la volatilité. On a une zone de résistance qui est ici. Donc, l'idée, c'est d'acheter ici en stoppant ici pour aller chercher la résistance oblique, on va dire à peu près ici, et ensuite la M200. Donc c'est pas mal, c'est liquide. C'est le gros avantage. Le stop, ma foi, coûte pas très cher. Le TP numéro 1, en termes de ratio gain-risque, il est bon. Le TP numéro 2 l'est aussi. Peut-être que je la proposerai. Tieteren. Alors là, valeur très haussière. On en avait parlé, c'était un par là. Valeur très haussière, donc là c'est vraiment voilà, pour tenter de faire un petit peu de trend following, hein. Pour ceux qui veulent, voilà, pourquoi pas, hein. Il y a un double top ici, donc double top, c'est très très simple. Là, le timing, le setup est très très simple. Donc c'est achat, hop, au-dessus ici des 181,4, ça fait un stop à 2,20. Hop, et on irait chercher, voilà, on irait chercher dans un premier temps un truc équivalent. Et ensuite, un accompagnement. Alors, je vous mets un stop, je vous mets un objectif, hein, mais un objectif vraiment un peu aléatoire. L'idée, c'est toujours la même chose. C'est qu'on sera plutôt dans un accompagnement. Moi, je suis pas fan de payer les plus hauts historiques. Il y en a beaucoup qui le font, je le sais. Moi, j'ai jamais été un grand fan, mais bon, pourquoi pas. Elia, bon, c'est une belle tendance haussière également. Il y a le double top. Ouais. Il y a le double top pour jouer quelque chose. Attention, elle fait des mèches. Donc, stop clôture, jour ici. Stop physique, peut-être ici au cas où. L'idée, ce serait d'aller jouer ici le TP et le TP au comblement ici. Enfin, plutôt pas au comblement, à l'entrée du gap. Voilà. Hop. Voilà, donc en termes de ratio, c'est pas mal. Ça fait un stop à 2,60 un objectif à pour un objectif à 5,12 puis oh non, pardon, 5,12 puis 10,88. Euraseo. Euraseo, donc c'est dommage, hein, on avait proposé un trade là qui était plutôt pas mal. Je sais pas s'il y en a qui ont gardé des reliquats. Bon, voilà, c'est pas le trade du siècle, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En fait, on est revenu sur cette zone ici. On est venu faire le pullback, hop, sur cette zone-là.
Donc l'idée, c'est de jouer la relance pour aller chercher la M200, en fait. Voilà. Assez simple. Stop. Ici. Achat. Ici. Donc ça ferait un stop de 90. Un TP numéro 1. Ici, à 5 et quelques. Pas mal. On refait scientifique. Alors, tendance baissière. Même scénario que Adienne. Même scénario que Adienne. Elle me désespère un petit peu. Et elle me désespère, j'adore. C'est pour ça qu'elle me. Comme Adienne, c'est des valeurs que j'adore, mais franchement, il faut être honnête. Pour le moment, c'est des valeurs qui me désespèrent. Mais voilà. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire voilà, est-ce que au bout d'un moment, quand même, on va pas finir par sortir par le haut de cette valeur-là, comme pour Adienne, parce que ça commence à bien faire. Donc l'idée, de manière agressive, c'est de jouer la cassure. Donc là, mode bourrin, ça passe ou ça casse. Stop à 2%. TP numéro 1 ici. TP numéro 2 ici. Voilà, mode bourrin, tout simplement. Voilà. Fagron. Hop, donc on avait proposé un achat ici, mais ça n'a pas été déclenché. On a un truc qui est pas mal. On a un truc qui est pas mal ici. Voilà, on a un stop qui est pas mal pour aller chercher des objectifs qui sont, ma foi, pas dégueux aussi. Tendance baissière là aussi, mais en mode trading, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Tac, tac, tac. Voilà. Fort Farmer. Donc, Fort Farmer. Tac, tac. Donc, Fort Farmer. L'idée. L'idée, c'est de jouer ici le break. C'est une tendance qui est potentiellement en train là aussi de se retourner. Ça reste très baissier. Hein. Je vais vous la montrer en hebdo, ça reste très baissier, mais voilà, c'est pour jouer, pour jouer du rebond un petit peu plus quoi. En mode trading. Donc là aussi, hein, taille de position adaptée. Ça fait un stop à 2,60. TP numéro 1 à 6. TP numéro 2 à 12. Groupe LDLC, attention à la taille de position parce qu'elle est devenue illiquide, celle-ci. Mais on a quelque chose qui est pas mal. Clôture jour, si possible. Et vous mettez un stop fixe peut-être ici. Mode trading, mode rebond. Par contre, c'est un stop qui coûte, clôture jour 1,85. En TP1, 3,70. TP2, 9,72. Voilà. C'est du trading là. Là, c'est valeur baissière. Hein. Jacques et Metal, par contre, elle, c'est pas une valeur baissière. C'est une valeur qui est en train de se retourner. Dont la tendance est en train de se retourner moyen-long terme. On a une zone de breakout qui est ici. Donc, c'est achat ici. Hein. Vous voyez la zone de breakout, c'est 16,98, on a un double top. Alors, je mettrai pareil, stop clôture jour ici, stop clôture physique pour éviter le stress ici. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la zone ici et ensuite, la zone ici et ensuite la zone ici. Le clôture jour est à 2%. Le TP numéro 1 est à 6,36. Le TP numéro 2 est à 12 et quelques. JC de Sceaux, une belle valeur. Vous savez, hein, j'ai les boulets pour elle parce que je l'ai pas prise, je l'ai proposée, mais j'étais sûr qu'elle allait péter. J'ai même envoyé un texto à David. Tiens, quand on était ici, j'ai dit surveille JC de Sceaux, elle va exploser. Et je me suis pas trompé, mais bon, voilà, malheureusement, je l'ai loupé. C'est pas grave. Ici, l'idée, c'est de jouer le double top. Achat du double top, là, légèrement au-dessus. Hein. Voilà.
12,76 on va dire, pour être tranquille. Stop sous le dernier creux, voilà, pour jouer une continuation de tendance en fait, hein, tout simplement, hein. Continuation de tendance, essayer de jouer une continuation de tendance à pas cher. Donc ça passe ou ça casse. Toujours, voilà, quand on est dans une tendance haussière comme ça, l'idée c'est de se dire c'est pas parce que c'est parti que ça peut pas continuer. Donc à un moment donné, on va chercher une réduction de la volatilité pour accompagner une potentielle continuation. Voilà. Et là, effectivement, on a une pause. Donc avec un double top, etc. Donc l'idée c'est voilà, si à un moment donné nous avons, oui, on a une réduction des volumes, donc si à un moment donné nous avons une réapparition des volumes, un break, ben, on est dedans. Just it. Donc on a cassé la M200, on a fait la mèche basse, on essaie de relancer. Voilà. Elle est capable d'aller hyper vite, celle-là, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Parce que ça fait un stop, certes, à 5%, mais c'est une valeur sur un coup d'accélération. Voilà, elle peut vous prendre, elle peut prendre 10, 15, 20%. Donc, alors il faut tailler sa position, là aussi, toujours pareil. Mais vous voyez, le premier TP tout de suite est à 12, quoi. Donc, et ça, elle peut l'atteindre en 3 jours, hein, même pas, hein. Donc elle est tout à fait capable d'envoyer. Le grand, je suis pas fan. Je vous la montre, mais je suis pas fan parce qu'elle fait des mèches de partout, tout ça. Mais voilà, ceux qui veulent le jouer, achat ici, stop en dessous. Voilà, mais je la proposerai pas parce qu'elle fait trop de mèches. Malheureusement, on le voit, hein, il y a de plus en plus de valeurs qui font des mèches. C'est pour ça que c'est difficile pour du swing. Vous voyez, on a le grand, c'est quand même une sacrée capitalisation, hein. Le grand, c'est entre 35 et 40, voire 50 millions. Voilà, 40 millions d'euros échangés par jour, donc on peut dire que normalement le carnet d'ordre est plein. Mais malgré tout, regardez un peu les mèches, c'est du délire total. Mèche haute, mèche basse, donc franchement, c'est pas facile à trader. Maison du Monde. Ah, alors, Maison du Monde, on est proposé à l'achat au-dessus. Elle est revenue en arrière. Donc, cette fois-ci, je me dis, tiens, est-ce que cette fois-ci, on n'irait pas, mes amis? À force de la regarder, celle-ci. Hein, à force de la regarder, est-ce qu'on n'irait pas? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la touchette M200. Et ensuite, l'entrée du gap. Vous voyez l'intérêt de mettre des APD, il est là, hein. C'est que quand on met des APD, alors oui, des fois on a des OPD qui nous déclenchent pour rien, on est d'accord. Mais l'avantage, c'est que quand il y a une correction, ben, on ne la prend pas en fait. Ça fait quoi ça comme stop? Ah, stop à 3%, même pas. Stop à 3% pour 2,80 pour Maison du Monde, c'est pas non plus du délire. Et hop, 5,68 en premier TP. C'est pas mal. Si les mid se réveillent un petit peu. Nexity. Ah, Nexity. Bon, bah, accompagnement de tendance. Alors, on est revenu chercher la M200. Mais pour moi, il y a le gap ici. Le fameux gap là, je crois que c'est un gap de dividende d'ailleurs. Voilà, donc l'idée c'est de jouer, hop, voilà, le jouer en mode agressif, mode bourrin. Voilà, là c'est mode bourrin, ce que j'appelle le mode bourrin, ça passe ou ça casse. Stop clôture jour ici, stop clôture physique éventuellement ici. D'accord, donc mode bourrin, c'est un stop à 1,59. Si ça passe, si on break la M200, il y aura peut-être des achats qui vont nous aider à amener le titre vers cette zone ici, puis cette zone-là. Pierre et vacances, donc bon, la stratégie qu'on avait filée là a pas mal fonctionné. Il y a peut-être quelque chose à nouveau à tenter. Hop, alors là, pareil, c'est ticket de loto, hein, les amis, hein, d'accord? Donc ticket de loto, il y a très peu, c'est très peu liquide, etc. Donc il faut faire gaffe, mais voilà, ceux qui veulent le tenter, hop, ceux qui veulent le tenter. Ok? Piscine des joyaux illiquide. Donc voilà, je la proposerai pas, mais ceux qui veulent y aller, je vous file le plan. Elle est capable, hein. Il y a un gap ici à aller chercher. Alors il y en a un, voilà, notamment. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut ici. Et on va dire l'entrée du gap là. Voilà. C'est très très peu liquide, hein. 45 000 euros échangés vendredi. Donc faites pas les cons, hein, là-dessus, hein. D'accord? Voilà. Prosus. Prosus que certains shortent, mais qui sont quand même gagnants. Alors, tac. Donc on a une belle figure. Donc l'idée c'est de jouer voilà, en mode bourrin l'accompagnement. Problème de Prosus, c'est que ouais, elle fait des gaps, quoi. C'est ça qui est chiant.
avec Prosus, c'est que voilà, selon la nuit chinoise, ben, vous ouvrez un gap à la hausse ou un gap à la baisse. Voilà. Donc ça, c'est un peu pénible, mais voilà, ceux qui veulent le tenter, ça fait pas un stop cher. Elle est erratique, hein, elle est pas facile à trader celle-ci. Mais voilà, il suffit qu'elle prenne, voilà, qu'à un moment donné ça se déclencher, qu'elle accélère, qu'elle prenne tout de suite 5 ou 10%, bah vous êtes tranquille quoi après. Toujours pareil. Recticel. Attendez, on m'a envoyé un message. Hop, important. Ouais, c'est bon. Recticel. Donc l'idée, c'est qu'on est dans une condition pas facile à trader celle-là, mais ceux qui veulent trader la valeur, voilà, on a une espèce d'épaule, tête-épaule inversée qui est en train de se jouer. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Achat ici, stop là, hop, tac, et ici. D'accord? Donc voilà. Clôture jour, hein, idéalement. Et voilà. Seb, on a eu un repli sur Seb. Donc, le plan initial était pas mal d'ailleurs. Hop, tac, 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 je nettoie. Voilà. Il y avait une belle congestion là, ça a bien fonctionné. Bah, l'idée en fait, c'est qu'on est revenu faire la petite mèche là, par là. Oh, voilà, la petite mèche par là, le petit pullback. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, si on relance tout de suite pour jouer l'entrée du gap. Bon, pas grand fan, hein, mais pourquoi pas. Ça coûte pas bien cher. C'est une valeur qui se retourne hein, à moyen long terme. Si on la regarde en hebdo. Et après, le complément du gap. En hebdo. Voilà. Une valeur quand même qui a fait un rebond. Hein, bon rebond. Qui est revenu un petit peu sur sa zone. Qui est en train de la travailler. C'est pas mal. Hein, pourquoi ça ne continuerait pas jusqu'au 92 hein. Donc voilà. C'est pas parce qu'il y a eu un beau rebond que ce beau rebond ne peut pas être prolongé. Hein. On a quand même plus de chances que ça continue plutôt que l'inverse. Hein. Sanofi. Bon, je ne le proposerai pas. La config est pas belle, mais je sais que vous la suivez pas mal. Ceux qui ont loupé la hausse, là, il y a quelque chose à tenter. Là, voilà. Admettons qu'on ait fait la mèche basse dans le gap. Voilà. Vous pouvez tenter quelque chose pour revenir sur l'oblique. Et à ce moment-là, si ça fonctionne, elle va revenir sur l'oblique. L'idée, c'est de jouer ce scénario-là. Revenir sur l'oblique, faire la congestion et jouer la relance. Donc si vous avez pris là, c'est pas mal. Surtout, l'intérêt, c'est que vous avez un stop à 1,63. D'accord? Et après, on verra pour l'accompagnement. Schneider. C'est pas mal, 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 mais elle est pas facile. Hein. Regardez un petit peu les mouvements. C'est un peu comme le grand tout à l'heure. Hein. C'est des valeurs. C'est 127 millions d'euros échangés par jour et pour autant vous avez des mèches de partout. Donc c'est pas évident quoi. Regardez un petit peu les mèches. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mode bourrin. Oh, voilà, mode bourrin. Top ici. Pour aller chercher les derniers plus hauts. Et ensuite, si ça passe, on ira chercher cette zone-là. Là, il faudra un rebond de la tech, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faudra que la tech se tienne bien. Il faudra que le Nasdaq nous aide un peu. Moins de 27, le stop. 3,47 le TP1. Et 10,97 le TP2. Serge Ferrari, tout petit titre. Je ne pourrais pas le proposer. Mais, il y a peut-être quelque chose à tenter. En mode pullback. Paf. Alors, stop, idéalement, clôture jour. TP numéro 1 à la cassure. TP numéro 2 en par là. Voilà, pour aller chercher la M200 qui sera par là. Il y a une zone de résistance ici aussi, peut-être un peu avant. Ça fait un stop à 2,52. Ça fait un TP1 à 4,50 et un TP2 à 10,07. Signify. Donc on l'a travaillé, celle-ci. On l'avait travaillé en bas. Donc on avait fait, je crois, un TP1 et un break-even ou un stop win. Bon, peu importe. Elle n'est pas facile à travailler, celle-ci. Je l'aime bien, mais elle n'est pas facile à travailler, il faut être honnête. Pour ceux qui veulent en mode bourrin.
Pour ceux qui veulent un mode bourrin, tac, 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 au-dessus, 45. Et je me mettrai sous le dernier creux et j'irai chercher. Il y a un gap, c'est pour ça que ça m'intéresse. J'irai chercher ici. Alors, le comblement du gap visible et le comblement du gap invisible ici. Hop. Voilà. Donc, ça fait un stop ici à 3,39 et un TP numéro 1 ici à 7,28. Voilà, TP numéro 2, 10,41. Il reste 5 valeurs, solution 30. Voilà, en mode trading là. En mode ticket de loto, parce que attention, les fondamentaux sont 4. Hein. Achat ici. Stop. Oh. Allez, voilà, ici. TP numéro 1. Hop. TP numéro 2. C'est du trading là. Là, c'est ticket de loto, hein, les enfants. Très baissier. Hein. D'accord. C'est stop à 6%, TP numéro 1 à 13, TP numéro 2 à... Donc là, c'est du trading, hein, c'est ticket de loto pour Noël. Synergie, peu liquide, mais voilà, on en parle depuis un petit moment. Je vous avais proposé un trade. Il y avait un double top quelque part, je ne le trouve plus. Là, c'était ici, je crois. Je crois que vous l'avez proposé ici. Le problème, c'est qu'elle est liquide, hein, celle-ci. Hein. Elle est liquide, mais voilà, ceux qui veulent tenter quelque chose avec une toute petite taille de position pour accompagner. Voilà, c'est de l'accompagnement pour aller terminer le TP1 qui est ici et ensuite éventuellement le TP2 qui est là. Voilà. Stop évidemment clôture jour. 2 pour 4,50 puis 11,74. Téléperformance. Belle congestion. Peut-être que je vais la proposer, tiens. Achat ici. Alors, clôture jour peut-être. On verra. TP numéro 1. TP numéro 2. Stop à 2,66. TP numéro 1. TP numéro 2. Valneva, ticket de loto. Je la proposerai pas. Ouais. J'en parle. Enfin, ouais, si, je vais en parler. Maintenant qu'elle est là, je peux vous faire un plan pour ceux qui veulent, mais ça m'intéresse pas. Voilà, TP numéro 1. Pardon. Achat au-dessus. Il faut un stop en clôture jour hein, là-dessus. Voilà, TP numéro 1. Ouais, parce que c'est le gap. C'est vrai que le gap m'intéressait. Bon, mais puisqu'on est venu faire le break ici, on est revenu en arrière. On est venu le tester une première fois. On est revenu en arrière. Ouais, ça se tente quand même. Ça se tente. Mais là-dessus, ticket de loto aussi. Hein, d'accord? Là-dessus, c'est jamais plus de 2% de votre portefeuille. Jamais, 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 au grand Dieu, jamais hein, là-dessus. Hein. Quand je dis ticket de loto, c'est jamais au-delà de 1 ou 2% de votre capital, hein, de grâce. Hein, et pas d'interdiction formelle de moyenner, interdiction formelle de... D'accord. Là-dessus, faites pas les cons. Hein. VGP. Ouais. Alors, couture jour, couture physique. C'est pas très cher. Du 2,87 pour VGP, c'est pas très cher. Même en clôture physique. Hein. TP numéro 1 et TP numéro 2, ils sont indiqués. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et on va terminer par Walter Kluwer. Belle tendance haussière. D'accord. Donc l'idée, en fait, pour Walter Kluwer, c'est de jouer le break pour aller chercher la première résistance ici. D'accord. On prendra un gros TP et ensuite, on ira chercher un nouveau plus haut. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas terrible sur le TP numéro 1, mais on ne sait jamais s'il y a une explosion du titre. S'il y a une explosion du titre en breakant le plus haut historique, on pourra gratter, je pense, on pourra gratter un petit peu plus sur le TP numéro 2.
Ben voilà, j'en ai terminé. Donc voilà, vidéo assez longue. Combien on a fait? 1 heure, 1h35. Eh ben, donc, certainement que la prochaine sera plus courte. Évidemment, parce que bon, la macro, je pense qu'elle va pas trop évoluer. Et puis les deux dernières, donc il n'y en aura pas. Les deux dernières du mois de décembre, il n'y en aura pas par rapport au fait. Donc voilà, pour résumer en synthèse sur ce que je vous ai dit, donc il y a pas mal d'opportunités. Je conseille, tant qu'on est sous la moyenne mobile à 10 jours sur les indices, je conseille de ne pas être exposé sur les swings à plus de, je sais pas, 20-30%, quoi, hein, grosso modo. Et voilà. Et en termes de taille de position, pareil, on divise par deux, hein, donc pour moi, taille de position, c'est relativement réduit. Euh, voilà, il y a quand même quelques trucs à faire, je trouve. Voilà, il y a quand même quelques configs. Vous voyez, la séance voilà, toutes les valeurs que j'ai proposées là, sur les 39 valeurs, il y en a que 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient dans le rouge vendredi. Donc, dans l'ensemble, ce sont plutôt des valeurs qui surperforment. Donc le CAC a fait 0,45 et on voit que toutes les valeurs ont quasiment la majorité des valeurs ont surperformé. Donc j'ai essayé de vous proposer des valeurs un petit peu qui surperforment, qui sont en tendance. Quelques valeurs, évidemment, il y a toujours 10-20% de valeurs en tendance baissière ou en tendance des trucs. Mais voilà, j'ai essayé plus pour voir un petit peu sur cette fin d'année, d'essayer plutôt d'aller dans le sens des tendances. C'est vrai qu'on a joué beaucoup de retournements en octobre, ça nous avait bien réussi. Un petit peu en novembre, début novembre, ça nous avait bien réussi. Et là, on l'a vu dernièrement, ça a beaucoup moins bien marché là, sur le mois de décembre. On a eu 4 trades, les 4 ont pris des stops. Donc voilà, donc l'idée c'est voilà, on va plutôt essayer d'accompagner. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais proposer, je ne vais pas proposer grand-chose, peut-être 2 ou 3 valeurs, mais grand maximum avec des stops courts. Mais voilà, je vous laisse faire le tri. N'hésitez pas, alors évidemment, à me faire un retour, ça vous me le faites systématiquement, ça c'est très bien. Je vous en remercie. N'hésitez pas surtout par rapport à la liste à me dire voilà lesquelles valeurs vous privilégiez, lesquelles valeurs vous allez vous prendre, etc. Ça peut aider le salon, ça peut aider les autres, ça peut se discuter, ça peut amener le débat et ça peut nous aider à progresser tout un chacun. Voilà. Donc je vous fais une bise, je vous dis bon week-end, reposez-vous bien et on se retrouve dès lundi sur le salon, même un petit peu tout à l'heure. Ciao, ciao.